Séance particulièrement forte à l'Assemblée nationale, avec un hommage à Quentin Derenque, 23 ans, dont la mort a suscité une vive émotion. Les circonstances de ce drame, évoquées dans l'hémicycle, ont nourri plusieurs interventions au cours des questions au gouvernement, aux côtés d'autres sujets majeurs d'actualité. Pour suivre ces échanges au plus près, abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo et partagez-la autour de vous. Bonjour à tous, la séance est ouverte. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés, mes chers collègues. C'est avec émotion que nous avons appris le décès du jeune Quentin Derenque. Victime d'une agression, d'une violence inouïe, commise par plusieurs individus à Lyon, il a succombé à ses nombreuses blessures. Personne ne devrait mourir à 23 ans. Personne ne devrait mourir pour ses idées. En notre nom à tous, j'adresse nos pensées à sa famille et à ses proches endeuillés. L'Assemblée nationale condamne unanimement et sans réserve tous les actes de violence et de haine. Comme le rappelait Robert Badinter, dans une démocratie apaisée, ce n'est pas l'affrontement qui doit régner, mais le droit. Et la première des évidences dans une démocratie, c'est le refus de la violence physique. Il revient à chacun de nous d'être les garants de la dignité du débat public et d'appeler au calme. Dans l'intérêt de notre nation, assumons collectivement cette responsabilité dans les mois qui viennent. Mes chers collègues, en hommage au jeune Quentin, je vous demande d'observer une minute de silence. Je vous remercie. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par Madame Tiffany Joncourt pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, jeudi soir, sur un trottoir à Lyon, un jeune homme de 23 ans a été lynché par une horde de barbares pour ses seules idées politiques. Samedi, la vie d'un compatriote s'est arrêtée. Malgré sa force d'âme et son courage, Quentin a succombé à ses blessures. Notre Assemblée vient de rendre hommage à Quentin. Nous pensons à sa famille, à ses proches et à toutes les victimes de violences. La France est forte de la fraternité d'un peuple qui refuse ce meurtre politique. S'il appartiendra à la police et à la justice d'identifier les auteurs, de les arrêter, de les juger et de les condamner à la hauteur de l'ignominie de ce crime, il est de notre devoir de faire en sorte qu'on ne meure plus pour ses idées politiques. Il ressort des témoignages que la mouvance Antifa porte une très lourde responsabilité dans ce meurtre. Alerté notamment par Marine Le Pen, le gouvernement avait identifié le risque de l'organisation de la Jeune Garde et décrété sa dissolution. Mais ses membres ont continué à sévir, encouragés jusque dans cet hémicycle où certains ont encore crié récemment « Vive la Jeune Garde » et revêtu leur logo. Si le gouvernement n'est pas responsable des liens entre un parti représenté ici et ses organisations d'extrême gauche, il doit en revanche agir pour préserver la démocratie et les valeurs républicaines. Depuis des années, ces organisations revendiquant l'usage de la violence avec une certaine complaisance politico-médiatique détruisent nos villes lors de manifestations et intimident tous ceux qui ne pensent pas comme eux. La mort de Quentin nous oblige à faire cesser toute complaisance à leur égard. Alors, Monsieur le Premier ministre, allez-vous dissoudre les organisations Antifa? Allez-vous faire poursuivre leurs éventuelles reconstitutions, comme le permet le Code pénal? Et allez-vous enfin suivre les démocraties qui ont classé ces organisations comme terroristes, puisque leurs modes d'action le sont?
Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, d'abord, évidemment, des mots d'empathie, de compassion pour la famille de Quentin, pour tous ceux qui le connaissent. Et soyez assurés qu'avec Monsieur le ministre de l'Intérieur, qui est en ce moment, comme vous le savez, en déplacement officiel en Algérie, nous mettons les moyens auprès du procureur de Lyon comme de la police judiciaire lyonnaise pour que les auteurs soient interpellés, présentés devant la justice et nous l'espérons condamnés à la hauteur de l'homicide volontaire tel que ça a été qualifié par le procureur de la République de Lyon. Vous posez, Madame, la question des groupuscules qui utilisent la violence physique pour mettre leurs idées en premier et qui tuent, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, non pas de mort lente, comme le disait Brassens, mais physiquement, déplaçant ainsi une démocratie en état de sauvagerie. Comme ministre de l'Intérieur, j'ai dissous de nombreuses associations d'ultra-droite et d'ultra-gauche. Et nous devons continuer à les dissoudre, comme l'a fait Bruno Retailleau lorsqu'il l'a proposé, et comme va continuer à le faire, vous le savez, Laurent Nunez. Et oui, vous aurez le gouvernement toujours à vos côtés, et j'espère le Parlement aussi, lorsqu'il faudra mettre fin à des actions et des agissements qui sont contraires à toute la démocratie. Et je pense que, vous l'avez dit également, la brutalisation de la vie politique doit arrêter. Vous l'avez dit, M. Glucksmann l'a dit aussi, je voudrais souligner l'unanimité politique, quasiment l'unanimité politique. Il y a de la brutalisation quand on dit que la police tue alors que 10 à 15 policiers et gendarmes meurent par an. Il y a de la brutalisation lorsqu'on met la tête d'un ministre, en l'occurrence Olivier Dussopt, sur un ballon de football et on se déchaîne sur lui. Il y a de la brutalisation lorsqu'on justifie l'action de la jeune garde et qu'on investit aux candidats aux élections législatives son dirigeant, déjà condamné pour violence physique. Jean-Paul Sartre disait que les mots étaient des revolvers chargés, que ceux qui arment les revolvers des mots les déchargent pour que nous puissions avoir une démocratie vivante et qui ne se termine pas par la mort de jeunes hommes et de jeunes femmes dans la rue. Merci beaucoup, Monsieur le garde des Sceaux. La parole est à présent à Monsieur Nicolas Bonnet pour le groupe écologiste et social. Merci Madame la Présidente. Je tiens tout d'abord, au nom du groupe écologiste et social, à adresser nos sincères condoléances à la famille de Quentin Derenque. Monsieur le Premier ministre, je voudrais revenir maintenant sur un sujet qui devrait toutes et tous nous rassembler, tant les enjeux sont majeurs, le changement climatique. Depuis plusieurs semaines, la France subit des tempêtes et des pluies diluviennes, provoquant des crues et des inondations de grande ampleur sur le territoire, avec 70 départements en vigilance crue. J'aimerais que nous rendions hommage aux victimes, mais aussi aux pompiers, aux agents de la sécurité civile, aux gendarmes, aux policiers et plus largement à tous les citoyens qui s'engagent pour venir en aide aux sinistrés. À cette heure, des milliers de foyers restent encore sans électricité et de nombreuses routes sont fermées. Selon le dernier bulletin Vigilance Vigicru, de nouvelles inondations sont attendues dans les prochains jours. Mais il ne suffit pas de déplorer les catastrophes. Le président Macron disait il y a peu « Qui aurait pu prédire ?» Eh bien, les scientifiques le prédisent, et cela depuis des dizaines d'années, mais encore faudrait-il les écouter et agir. Ces phénomènes sont l'une des conséquences directes et tangibles du réchauffement climatique qui entraîne une augmentation en fréquence et en intensité des événements climatiques extrêmes. Face au changement climatique, nous devons à la fois éviter l'ingérable en réduisant drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre et gérer l'inévitable en adaptant nos territoires et nos modes de vie. C'est pourquoi l'objectif de zéro artificialisation nette et la transition agroécologique doivent rester des priorités absolues, afin notamment de renforcer la capacité des sols à retenir l'eau. Nous devons aujourd'hui faire le choix entre ce qui est juste et ce qui est facile, entre le conservatisme, qui par son inaction est un déni obscurantiste de la nature, et la science, qui nous invite à regarder leur réel en face pour agir en conséquence. Monsieur le Premier ministre, vous affichez de belles intentions, mais les politiques de vos gouvernements depuis 2017 ne sont pas à la hauteur. Et encore aujourd'hui, les actions ne suivent pas. Vous diminuez les financements accordés à l'atténuation et l'adaptation dans le budget adopté par 49.3. Vous remettez à l'ordre du jour le détricotage de l'objectif ZAN avec le projet de loi Trace. Merci. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à madame Monique Barbu, ministre de la Transition écologique, de la biodiversité. Madame la Présidente, Monsieur le député, vous nous interrogez sur les inondations qui touchent l'ouest de la France
Mes premières pensées et celles du gouvernement vont d'abord aux Françaises et aux Français qui sont victimes de ces intempéries. Je veux aussi, comme vous l'avez fait, remercier tous ceux qui sont en première ligne dans ce moment difficile, et notamment les personnels de la sécurité civile, mais aussi les élus. Comme vous l'avez souligné, nous sommes face à une conjonction d'événements climatiques inédits. Aujourd'hui, nous avons 1600 personnes qui ont été évacuées, 11 départements qui restent placés en alerte orange et 3 départements en alerte rouge. Nous faisons face aussi à un record d'humidité dans les sols, jamais recensé depuis 1959. Certes, aujourd'hui, nous devons gérer la gestion des conséquences des inondations de façon directe. Mais, vous l'avez dit, dans un second temps, il nous faudra réfléchir aux moyens de renforcer notre résilience face aux événements climatiques d'ampleur. Vous l'avez dit aussi, l'artificialisation excessive des sols joue un rôle déterminant dans ces crues d'ampleur. C'est pourquoi il nous faudra la limiter via l'objectif zéro artificialisation nette que vous avez rappelé, et renforcer aussi le recours aux solutions fondées sur la nature. Par ailleurs, je tiens à dire que l'État apportera son soutien aux collectivités touchées par ces intempéries via le fonds Barnier et via aussi le fonds vert, qui a déjà investi en particulier dans les programmes d'action de prévention des inondations. Merci, Madame au la travers ministre. d'un financement de 4 milliards d'euros. Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur le Président Laurent Wauquiez, président du groupe Droite républicaine. Monsieur le Premier ministre, toutes nos pensées vont d'abord évidemment à la famille de Quentin, qui a perdu son enfant. Dans notre région, dans notre ville, un fils qui est mort parce qu'il défendait ses idées, victime de la haine et de la barbarie. Ce n'est pas un fait divers. C'est le résultat de la banalisation de la violence politique. Il appartiendra à la justice de condamner, mais il appartient à chacun d'entre nous ici de dénoncer les responsabilités politiques qui ont mené à cette violence. Et cette violence ne vient pas de nulle part. Aujourd'hui, l'extrême gauche a du sang sur les mains. Elle a du sang sur les mains quand elle a cautionné Notre-Dame-des-Landes. Elle a du sang sur les mains quand elle qualifie le Hamas de mouvement de résistance. Elle a des sangs sur les mains quand elle a osé ici, dans cet hémicycle, avoir des députés d'extrême gauche qui ont applaudi l'un des leurs, fiché S, qui a osé proclamer dans cet hémicycle « Vive la jeune garde ». Cette violence, c'est celle que subissent des étudiants dans nos universités au quotidien. Cette violence, c'est celle qu'a voulu Jean-Luc Mélenchon comme un outil politique, quand il a déclaré qu'il fallait tout conflictualiser, quand il a osé, en s'adressant à des mouvements d'ultra-gauche, ultra-violents, leur dire « Continuez, jeune garde ». Lui qui ose aujourd'hui dire que c'est nous qui sommes agressés. Non, ce n'est pas l'extrême gauche qui est agressée, c'est l'extrême gauche qui agresse. Non, ce n'est pas la police qui tue, c'est l'extrême gauche qui tue. Non, ce n'est pas l'extrême gauche qui défend la morale de la République. Aujourd'hui, c'est l'extrême gauche qui menace la République. Et Monsieur le Premier ministre, tout ceci doit cesser. Doit cesser cette soumission dans nos universités à cette idéologie. Doit cesser le laxisme dont bénéficient ces groupuscules d'extrême gauche. Doit cesser l'impunité dont bénéficie la France insoumise dans la République. Monsieur le Premier ministre, quelles sont les actions que vous êtes déterminé à prendre pour faire cesser l'ultra-violence de cette ultra-gauche dans la République française? Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre Laurent Wauquiez. À mon tour, comme l'a fait le garde des Sceaux, ministre de la Justice à l'instant, et en s'associant à l'hommage que la Présidente de l'Assemblée nationale a rendu au nom de la représentation nationale, le gouvernement de la République dit toute sa solidarité avec la famille du jeune Quentin, toute sa compassion, et présente évidemment ses condoléances. C'est un drame absolument épouvantable. Les images sont insoutenables
Et il faut que ce qui s'est passé ne soit pas impuni. C'est la première chose déjà qu'il faut dire, le garde l'a dit à l'instant, c'est la première exigence, c'est que la vérité judiciaire passe, et je veux le dire, elle doit passer sans aucune pression sur les enquêteurs et sur l'autorité judiciaire. Et le gouvernement dit toute sa confiance dans les institutions pour donner la vérité des faits et engager les responsabilités. La deuxième exigence, c'est précisément la question des responsabilités. Et au fond, je le vois bien, il y a une tentation de nier la responsabilité individuelle. Dans notre société, chaque individu est responsable individuellement de ses actes. Et je ne veux pas que l'on fasse évoluer le centre de gravité de cette responsabilité, comme je commence à le voir dans la presse depuis 48 heures, en disant mais au fond, ça serait la responsabilité du corps préfectoral, de la police de Lyon, qui aurait manqué à sa mission en n'assumant pas ses missions de sécurité aux abords de Sciences Po Lyon. Les responsables sont celles et ceux qui commettent des actes de violence et il ne faut pas inverser le récit. La troisième exigence, et vous la connaissez, vous en avez été en plus le ministre de l'Enseignement supérieur, c'est notre capacité désormais à protéger les débats intellectuels au sein de ces universités. Et on le voit bien, ces troubles à l'ordre public répétés, plusieurs dizaines, menacent ce qui fait l'identité de l'université française, c'est-à-dire un lieu de débat intellectuel, de liberté de rencontre intellectuelle. Et au fond, ces incidents à répétition, ces troubles à l'ordre public viennent justement mettre en danger cette liberté. Et moi, j'ai demandé au ministre Philippe Baptiste de resserrer le lien avec les recteurs, les présidents d'université. Malheureusement, si nous devons interdire un certain nombre de conférences, ce qui doit demeurer l'exception, il faudra le faire parce que c'est le seul moyen précisément de défendre nos principes qui sont cette liberté de dialogue et de production intellectuelle auxquels nous sommes tous attachés. Puis le quatrième enjeu ou exigence, c'est évidemment le refus de la violence politique. Et celle-ci, elle nécessite de la grande clarté. Elle nécessite de sortir de toutes les formes d'ambiguïté. C'est vrai du rapport à la violence, c'est vrai aussi du rapport à la question de la lutte contre l'antisémitisme. Je pense que c'est un moment de vérité auquel nous assistons, Monsieur le Ministre, dans lequel un certain nombre de formations politiques ne pourront pas s'abriter derrière des raisonnements trop compliqués. Soit on lutte et on refuse la violence, soit on ne lutte pas contre elle. Il n'y a pas de double standard, il n'y a pas, au fond, deux poids, deux mesures. Ça vaut pour tout le monde, pour tout à chacun. Et au fond, on ne peut pas avoir la rhétorique de la confrontation en permanence et ne pas voir que ce qui se passe parfois dans cet hémicycle peut infuser dans l'ensemble de la société. Et c'est donc un appel à la responsabilité individuelle, à la responsabilité de chaque formation politique, dans le respect du vote des Français, mais dans le respect des valeurs de la République. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent à Madame Sandrine Runel pour le groupe socialiste. Monsieur le Premier ministre, jeudi 12 février, Quentin Desranques, étudiant lyonnais de 23 ans, a été victime d'un lynchage d'une extrême violence. Il en est mort ce samedi. Je veux à nouveau adresser à sa famille et à ses proches nos plus sincères condoléances. Il appartient désormais à la justice de faire toute la lumière sur ce crime épouvantable. En revanche, il est de notre responsabilité, nous, élus et formations politiques, de s'opposer à la violence politique et être les garants de la dignité du débat démocratique. Car cette violence, qu'elle soit verbale, jusque dans cet hémicycle ou sur les réseaux sociaux, physique dans les rues, est le symptôme d'un mal qui progresse, d'une brutalité qui s'installe, d'un débat démocratique qui s'abîme. Rien ne justifie jamais la menace, la violence, le meurtre. La démocratie est un combat d'idées, pas un combat de rue. Partout où la violence surgit, c'est à chacun d'avoir le courage de la condamner sans détour, sans calcul et sans lâcheté, car la République ne tolère ni la violence ni les silences complices. Ce sang versé par la violence est celui d'une blessure infligée à toute la nation, qui nous rappelle Clément Méric et Federico Martin Aramburu. Nous n'accepterons jamais
jamais les meurtres ni la violence politique, quelle qu'en soit la forme. Et je veux le dire avec netteté et être entendu sur tous les bancs. Nous n'exonérerons jamais personne, aucune organisation de ses complicités ou de ses complaisances à l'égard des groupuscules violents. Chacun doit en tirer les conclusions maintenant. Nous ne tolérerons jamais le fait de mourir pour ses idées dans une démocratie. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, un tel drame est notre affaire à tous et nul ne peut se défausser. Nous opposerons aux marchands de haine et aux sommeurs de division ce qu'ils ne pourront jamais briser, la force de l'état de droit, la dignité que nous devons aux victimes et le respect indéfectible de la démocratie. Monsieur le Premier ministre, au-delà des hommages et des minutes de silence, quelles garanties concrètes le gouvernement compte-t-il apporter pour que plus qu'aucun citoyen, militant ou élu... Madame la députée, la parole est à Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, après Monsieur le Premier ministre, après la réponse que j'ai pu faire, je veux m'associer à vous pour condamner bien sûr toutes les formes de violence physique et celles qui entraînent la mort, qui endeuillent tout un pays, qui endeuillent la démocratie et bien sûr la famille de Quentin. Vous évoquez, Madame, la clarté avec laquelle on doit s'exprimer. Comme le président Wauquiez a énoncé le fait que nous devions dénoncer aussi cette violence physique dans l'hémicycle, violence à la télévision, violence sur les réseaux sociaux. Et j'ai une pensée pour ces journalistes qui ont été pris à partie nominativement par le leader de la France Insoumise quelques heures après le décès de Quentin, attaquant les journalistes de l'AFP, leur montrant quasiment du doigt. Et les fatwas numériques, on l'a vu dans bien des affaires quand j'étais ministre de l'Intérieur, tuent parfois autant que les fatwas physiques, que chacun s'en souvienne ici. Je veux penser à M. Aziza, qui a été une nouvelle fois vilipendé par les dirigeants de la France Insoumise, alors qu'il faisait son métier de journaliste face au président de la République. Et je veux penser en effet à tous ceux qui arment, comme je l'ai dit, moralement, les armes des tueurs. Alors d'autres que vous, que nous, avons dénoncé cela. Je veux penser, comme je l'ai dit, à M. Glucksmann, qui a été très courageux, à M. Gage, qui l'a dit, à M. Corbière et Mme Autain, qui ont dénoncé le fonctionnement interne de leur propre parti auquel ils étaient adhérents, à Mme Delga, à M. Delafosse, à Mme Trottmann, qui ont dénoncé la violence de la France Insoumise. Il y a une violence incontestable entre la France Insoumise et la Jeune Garde. Monsieur Mélenchon disait le 30 avril 2025 « C'est une organisation alliée, liée au mouvement insoumis. Ont-ils fait une seule fois l'apologie de la violence? Jamais. J'en parle avec passion, car ce sont mes jeunes camarades. » Meeting de Champigny, le 5 juillet 2024. La veille de la mort de Quentin, un communiqué de presse du groupe LFI à l'Assemblée nationale évoqué. Nous le disons fièrement, la Jeune Garde est essentielle. La Jeune Garde tue et la France Insoumise devrait le condamner. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Monsieur Jean-Luc Fugit pour le groupe EPR. Merci Madame la Présidente. Monsieur le garde des Sceaux, chers collègues, ce samedi, un habitant de ma circonscription est mort. Quentin n'avait que 23 ans et Quentin est mort sous les coups. Quentin est mort victime d'un déchaînement de violence. Quentin est mort lynché par des militants d'ultra-gauche venus en découdre en marge d'une intervention de la députée européenne de la France Insoumise, Rima Hassan, à Lyon. Ce crime nous révolte. Au nom du groupe Ensemble pour la République, j'adresse mes condoléances les plus sincères à la famille et aux proches de Quentin. Rien, absolument rien, ne justifie la mort de ce jeune homme. Aucune cause, aucune idéologie ne justifie que l'on tue pour elle. Aucune cause, aucune idéologie ne mérite qu'on soit tué à cause d'elle. Ce meurtre nous indigne, mais il est aussi la conséquence inévitable de la radicalisation des opinions, de la culture de la haine et de la banalisation de la violence promue chaque jour par l'ultra-gauche et l'ultra-droite. Une culture de la brutalité et de la haine entretenue parfois ici même. Oui, collègues de la France Insoumise et du Rassemblement national, je parle de vous. De vous, de vos mots, de vos actes. Vous attisez les divisions et instrumentalisez les haines. La brutalisation constante de notre société, vous l'encouragez. Vos adversaires politiques, vous les transformez en ennemis à abattre. Rejetons la haine des extrêmes, car c'est notre responsabilité d'élus de contribuer à apaiser.
avec les députés du groupe Ensemble pour la République et le Parti Renaissance, nous voulons de la décence, de l'écoute, du respect et de la dignité dans le débat public. Monsieur le ministre, au-delà de l'enquête judiciaire en cours pour faire toute la lumière sur ce drame, quelles actions comptez-vous mener pour endiguer ce climat de violence politique installé dans notre pays? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Fugit, je sais que vous êtes particulièrement touché par ce drame. Vous l'évoquez, c'est votre circonscription, c'est votre territoire que vous aimez tant. Et je ne peux que m'associer à votre demande de calme et de discussion civilisée dans une grande démocratie comme la nôtre. Cette sauvagerie, nous la constatons depuis de nombreuses années, depuis plusieurs mois intensément, sur les réseaux sociaux. Et je sais que vous-même et votre groupe avez des initiatives très importantes pour limiter cette violence aveugle, cette violence courageusement anonyme qui harcèle nos compatriotes juifs, mais les élus, vous l'avez dit eux-mêmes, qui subissent cette agression lorsqu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils émettent une opinion. Deuxièmement, nous pouvons constater, monsieur le député, ensemble, que la violence contre les élus, et particulièrement les élus locaux, au moment où les candidats aux élections municipales la subissent tous les jours, montre qu'on a une société tendue, qui effectivement connaît l'écho des réseaux sociaux, l'écho de la violence du monde et l'écho parfois de la violence de cet hémicycle, puisque lorsque des personnes qui sont élues par la nation, qui sont parlementaires, se permettent d'insulter, de menacer et d'interpeller de façon extrêmement violente, comme c'est le cas, évidemment, ça a toujours des conséquences dans le monde physique, pour les élus qui, eux, n'ont pas la protection de Paris ou la protection de la télévision. Et donc ce drame, vous avez raison de le dénoncer. Troisièmement, la demande du gouvernement, je prendrai dans quelques jours une nouvelle disposition, une instruction, une circulaire au centre des procureurs de la République pour leur rappeler que tout élu, non seulement qui touche à la probité, bien évidemment, mais qui menace, qui utilise sa fonction tribunicienne en dehors de cet hémicycle, puisque vous êtes ici dans l'immunité parlementaire, mais en dehors de cet hémicycle, qui dénonce aux compatriotes juifs, qui attaque sous des prétextes religieux ou ethniques, ou d'orientation sexuelle ou politique, très clairement doivent être poursuivis et, je l'espère, condamnés. Nous ne pouvons plus laisser, sous prétexte qu'ils soient élus, des personnes tenir dans des amphithéâtres, dans la rue, sur les réseaux sociaux, des propos qui touchent jusqu'à l'homme. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à présent à madame Edwige Diaz pour le Rassemblement national. Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à madame la ministre de la Transition écologique. Il va y avoir certainement une recrue d'ici mercredi ou jeudi. On pense que la pire journée risque d'être jeudi. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire à ce stade. On ne peut pas être plus précis que ça. Ces mots, madame la ministre, ce sont ceux que je vous ai entendus prononcer hier à Cadillac, devant des habitants désemparés, des services de l'État surmenés et des élus locaux délaissés. Alors que la tempête Nils est à l'origine de dizaines de routes fermées et a privé d'électricité et de téléphone plus de 100 000 Girondins, on ne s'attendait pas à un tel flot de banalité. Votre visite, par ailleurs annoncée 2 heures avant, a suscité l'étonnement, car il aurait été plus approprié de voir un ministre de l'aménagement du territoire ou de la ruralité. A consterné, parce que vous avez accusé les députés d'avoir refusé l'augmentation de la taxe Gemapi, alors qu'on sait qu'avec votre 49.3, eh bien, le gouvernement fait ce qu'il veut. A contrarié les élus locaux, à qui vous avez illégitimement renvoyé la responsabilité de la situation. Bref, a déçu tout le monde, parce qu'il y avait pourtant des choses pertinentes à dire. Et par exemple, voici mes questions. Que pense le gouvernement de l'enfouissement du réseau électrique, du dragage des cours d'eau, des bassins de rétention, des moyens accordés aux pompiers et aux municipalités et surtout du transfert de compétences des digues aux communautés de communes qui placent les maires hors la loi quand ils en sont réduits à les entretenir et à les financer? Je vous remercie. Merci beaucoup, madame la députée. La parole est à Monique Barbu, ministre en charge de la transition écologique. Madame la présidente, madame la députée, clairement, hier, je suis allée porter ma compassion à un certain nombre de populations et à la demande du maire de Cadillac. Alors peut-être que cela vous importe peu, mais c'était aussi sa demande. Deuxième chose, j'ai été interrogée sur un certain nombre de questions liées à l'entretien des digues et à la responsabilité qui était celle de l'État et des collectivités locales
sur cet entretien. Et en effet, je le rappelle, l'entretien des digues est à la charge des collectivités locales. Mais j'ai aussi dit que l'État prenait sa part des financements qui étaient nécessaires à l'adaptation au changement climatique au travers le fonds Barnier, au travers les PAPI et au travers un certain nombre d'autres actions que nous menons en soutien de ces collectivités locales. Enfin, je tiens à vous dire que pour l'essentiel, ces inondations à répétition que nous vivons, nous les vivons parce que nous vivons le réchauffement climatique et qu'au travers des politiques que nous menons, en particulier en matière d'énergie, nous essayons justement d'amoindrir les effets du réchauffement climatique. C'est pourquoi il nous importe aussi de passer à l'énergie nucléaire et à l'énergie renouvelable pour essayer d'éviter ces catastrophes supplémentaires. Merci Madame la Ministre. Madame la députée. Oui, Madame la Ministre, moi hier je ne vous ai pas entendu dire ça, c'est peut-être parce que vous n'aviez pas vos fiches. Hier on nous a annoncé une ministre, nous avons vu une touriste. Aujourd'hui j'interroge la ministre de la Transition écologique et j'ai une réponse de la ministre du commentaire. Notre quotidien régional Sud-Ouest a été bien inspiré de titrer au sujet de votre venue « La visite ministérielle ne règle rien ». En effet, vous nous confirmez que l'État se désengage des moyens de protection de la population, des biens et des terres agricoles. Franchement, quel naufrage! Merci beaucoup. La parole est à présent à Madame la Présidente Mathilde Panot pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, mes premiers mots au nom du groupe Insoumis vont à la famille endeuillée de Quentin Desranques, tué en pleine rue à Lyon. Nous n'acceptons pas que la violence physique, d'où qu'elle vienne, soit employée pour régler les conflits. Jamais nous ne l'avons accepté, jamais nous ne l'accepterons. Ceux qui instrumentalisent ce drame pour nous salir doivent cesser. Leurs manœuvres sont indignes. Aucun insoumis n'est impliqué, ni de près ni de loin, dans ces violences. Et si nous combattons l'extrême droite et les groupuscules fascistes violents autour d'elle, c'est précisément car ils glorifient la mort et la brutalité, érigent le racisme en principe et qu'il n'y a pas plus anti-républicain que cela. Il faut méconnaître l'histoire pour accepter la victimisation de l'extrême droite et prétendre que les violences seraient à gauche de cet hémicycle. Il vous aura fallu ce drame pour sortir enfin du silence. Nous ne vous avons pas entendu sur l'assassinat du rugbyman Federico Aramburu, à 2 kilomètres seulement de notre Assemblée par des militants du GUD, ni sur les 12 personnes tuées par l'extrême droite depuis 2022. Monsieur le Premier ministre, faire peser sur notre groupe une responsabilité morale imaginaire ne parviendra pas à éclipser votre réelle responsabilité politique. Je le rappelle ici, le maintien de l'ordre public relève de la compétence exclusive de votre gouvernement et non pas de l'opposition parlementaire. Pourquoi aucun dispositif n'a été prévu, ouvrant la voie à tous les débordements alors que les renseignements territoriaux étaient avertis depuis plusieurs jours de la présence de Némésis? Pourquoi n'avez-vous jamais tenu compte d'aucune de nos alertes? Monsieur le Premier ministre, notre pays approche d'échéances électorales majeures. Vous annoncez interdire les conférences au moindre risque de trouble à l'ordre public. À l'heure où nos permanences sont attaquées, nos parlementaires menacés de mort et de viol, nous vous disons solennellement, les institutions démocratiques ne doivent jamais céder. Au pays, je redis notre souhait que vive pour longtemps la République et son idéal d'égalité humaine. Merci beaucoup Madame la Présidente Panot. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Panot, ce que vous venez de faire est absolument ignoble et abject. On peut avoir des divergences politiques, mais
lorsqu'on est un humaniste, c'est-à-dire que lorsqu'on est attaché à l'être humain, à l'homme, on n'oppose pas un mort à un autre mort, à un assassinat à un autre assassinat. Il n'y a pas, Madame la Présidente, une violence acceptable dans un sens et inacceptable dans l'autre. Et donc le refus de la violence, c'est pour tout le monde, en tout temps, en tout lieu, la violence physique comme la violence verbale. Et vous voyez, Madame la Présidente, c'est peut-être aussi ça qui nous sépare, c'est que moi je suis le premier à condamner les violences faites contre les députés insoumis. Je suis le premier à donner des instructions avec le ministre de l'Intérieur aux forces de l'ordre que vous insultez pourtant à longueur d'année, à qui vous reprochez à la police de la République de tuer. Et pour autant, Madame la Présidente, parce que c'est ça la démocratie, parce que c'est ça la République, cette police de la République, elle se tiendra aux abords de vos permanences, de vos meetings, pour protéger justement la démocratie. Et c'est là une rupture évidemment profonde. Mais la vraie question, merci pour votre agressivité une fois de plus. Mais la vraie question, au fond, Madame la Présidente, c'est pourquoi tout le monde doute de votre sincérité et pourquoi personne ne veut vous croire? Tout simplement parce qu'il est temps que vous fassiez le ménage, Madame la Présidente Panot. Le ménage dans vos propos, le ménage dans vos idées et surtout le ménage dans vos rangs. Depuis de nombreux mois, il y a une multiplication de prises de parole qui sont d'une violence inouïe, qui sont parfois à caractère antisémite et désormais qui laissent justement de l'ambiguïté sur la violence. Donc Madame la Présidente, que cet grave assassinat, que cet homicide involontaire servent au moins pour sa mémoire, à ce que vous vous posiez les bonnes questions et qu'enfin vous tiriez un certain nombre de leçons et de conclusions. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent Madame Hanan Mansouri pour le groupe UDR. Tout d'abord, merci Madame la Présidente d'avoir répondu favorablement à la demande du président Ciotti pour effectuer cette minute de silence qui, je crois, était le minimum que notre Assemblée pouvait faire pour honorer la mémoire de Quentin. Monsieur le Premier ministre, il y a quelques jours, Lyon s'est assombri du sang d'un innocent. Quentin s'en est allé à 23 ans seulement. Étudiant, le cœur lourd d'espérance, les yeux rivés vers l'avenir. Un avenir qui lui a été confisqué par une meute aveuglée par la haine et par une idéologie soi-disant antifasciste qui leur permet de semer la terreur partout, d'intimider, de tabasser et désormais de tuer. Quentin n'avait rien d'agressif et pourtant il a été la cible de militants d'extrême gauche. Il n'était coupable de rien et victime de tout. Il y a quelques années, j'ai moi-même été victime de ces militants d'extrême gauche. J'ai vu cette haine, j'ai connu cet effroi. Et j'ai la chance inouïe d'être devant vous aujourd'hui pour en parler. Quentin, lui, n'a pas eu cette chance. Je ne suis pas ici pour instrumentaliser la douleur face à laquelle les mots semblent si dérisoires. Ce meurtre est un deuil pour ma chère ville de Vienne. Il est un deuil pour sa famille et pour ses proches. Il exige de la décence, de la hauteur de la part de la représentation nationale. Mais le silence de la République serait une seconde mort. Alors, Monsieur le Premier ministre, je vous le demande avec la gravité d'une élue et le cœur meurtri de ma génération. Jusqu'à quand accepterez-vous que des groupuscules soutenus par des élus de gauche et dont les méthodes nous ramènent aux pires heures de notre histoire s'arrogent le droit de vie ou de mort au simple fait d'un désaccord politique? Que comptez-vous faire pour que la France ne laisse plus jamais un tel drame se produire et pour que le prénom de Quentin ne sombre jamais dans l'indifférence? Merci Madame la députée. La parole est à Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Mansouri, je veux une nouvelle fois, comme on l'a fait précédemment avec Monsieur le Premier ministre, m'associer à vos propos pour la famille de Quentin et pour dénoncer cette violence politique, cette violence physique qui tue, qui agresse, vous l'avez dit pour vous-même, et qui tue alors que le débat public devrait pouvoir permettre de s'opposer, parfois durement, c'est bien le jeu de la politique, mais sans jamais toucher l'âme ou le corps des personnes. Alors vous évoquez les groupuscules. Ils ne sont pas qu'à l'ultra-gauche, ils sont aussi à l'ultra-droite, ils sont parfois masculinistes, ils sont parfois incels, ils sont parfois survivalistes, accélérationnistes. Ils sont essentiellement islamistes, il ne faut jamais l'oublier. Et nous devons nous battre, et je pense que tout le monde est ici doit être d'accord avec cela, nous devons nous battre contre ces groupes de faits, associations qui prônent le séparatisme et la violence.
Il se trouve, Madame la députée, mais j'espère que l'hémicycle pourra accompagner le ministre de l'Intérieur, qui encore une fois est excusé pour être en Algérie, pourra accompagner les démarches que font les diverses ministres de l'Intérieur devant vous pour obtenir les moyens juridiques de le faire. J'ai porté une loi qui s'appelle la loi séparatiste, qui prévoyait des critères supplémentaires de dissolution d'associations religieuses, et je pense évidemment aux islamistes, mais c'est aussi le cas de groupements politiques extrêmement violents, puisqu'ayant moi-même voulu proposer au Conseil d'État la dissolution du soulèvement de la terre, le Conseil d'État ne m'a pas donné raison, j'en avais tiré des conséquences juridiques pour le mettre à la disposition du ministre de l'Intérieur. Malheureusement, si la loi séparatisme est passée, elle n'a pas obtenu le vote de l'intégralité des hémicycles. C'était une autre assemblée à l'époque. Mais je constate que, notamment, ceux qui m'ont interrogé tout à l'heure, et sans esprit polémique, m'avaient refusé ces moyens juridiques qui peut-être permettraient de manière plus sécurisante de mettre fin à la présence de ces groupuscules. Et je veux dire devant les Français que c'est très important de dissoudre ces associations parce qu'après, il y a reconstitution de ligue dissoute, comme on dit dans le langage populaire. Ça permet les interpellations alors même que ces personnes n'ont rien fait, ils ne sont simplement qu'ensemble. Et donc les qualifications pénales et donc, vous l'avez compris, les condamnations. Donc j'espère que la prochaine fois, l'Assemblée suivra les ministres de l'Intérieur qui se succéderont pour vous demander ces moyens juridiques. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la députée. Monsieur le ministre, pour votre réponse. Je ne peux pas ne pas réagir à la prise de parole de Madame Panot tout à l'heure. Si LFI est innocent, si vous n'avez rien à voir avec ce qui s'est passé, où est Raphaël Arnaud? Où est le député fondateur de la Jeune Garde? Pourquoi se cache-t-il aujourd'hui? Merci beaucoup, Madame la députée. Les propos sont libres. La parole est au groupe écologiste et social, en la personne de Monsieur Hendrik Davy. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, la consommation de tabac est la première cause de mortalité évitable. C'est près de 70 000 décès en France. La consommation d'alcool, c'est 40 000 décès par an et 30% des accidents routiers. La consommation excessive de sucre fait exploser l'incidence de l'obésité, du diabète et des maladies cardiovasculaires. Les pesticides causent de nombreuses maladies professionnelles, comme la maladie de Parkinson, des lymphomes et des cancers. La pollution de l'air, c'est 40 000 personnes aussi qui décèdent prématurément chaque année. Tous ces chiffres, Madame la Ministre, nous les connaissons notamment grâce à une agence indépendante, Santé publique France, qui synthétise l'expertise scientifique et la met à disposition du grand public. Nous pouvons aussi agir sur ces mots grâce à ces campagnes de prévention. Mais c'est cette agence que votre gouvernement, Madame la Ministre, est en train de démanteler. Vous retirez à Santé publique France la gestion des stocks de médicaments stratégiques. Avez-vous oublié qu'en 2018, avant l'épidémie de Covid, l'agence avait alerté le directeur général de la santé sur le manque de masques? Pire, vous décidez de reprendre le contrôle des campagnes de prévention. Et sur ce point, votre volonté de céder au lobby est manifeste, puisque c'est le président Macron lui-même qui avait censuré les campagnes sur l'alcool au moment de la Coupe du Monde du rugby. Pourtant, comme l'expliquent plus de 300 experts de santé publique dans une tribune publiée dimanche dans Le Monde, je les cite, un principe fondamental est aujourd'hui menacé. La distinction entre l'évaluation des risques et leur gestion, et entre l'aide à la décision et la décision politique. Et ils poursuivent, trop souvent, la tentation est grande de casser le thermomètre lorsque les données dérangent. Oui, ce démantèlement est une attaque en règle de plus contre les scientifiques. En réalité, vous attaquez les savoirs qui menacent des lobbies que vous protégez, Marlboro, Ricard, Lactalis, Monsanto et tant d'autres. Alors les salariés de Santé publique France manifestent aujourd'hui, Madame la Ministre. Ne participez pas à la trumpisation du monde, ressaisissez-vous, renoncez au démantèlement en cours de Santé publique France. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Madame Stéphanie Rist, ministre de la Santé. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Davy, Mesdames et Messieurs les députés. Merci de me permettre de confirmer comme stratégique les missions de Santé publique France qui ont comme mission la préparation et réponse aux urgences sanitaires, la surveillance de l'état de santé de la population, la prévention et la promotion de la santé. Effectivement, le gouvernement a décidé d'un recentrage stratégique autour de 2 évolutions suite aux recommandations d'un rapport de l'inspection des affaires sociales. Premièrement, effectivement, la gestion des stocks stratégiques et de la réserve sanitaire qui sera placée sous l'autorité hiérarchique directe du ministre de la Santé. L'objectif étant très clair, raccourcir la chaîne de commandement, unifier les dispositifs existants et renforcer la capacité de décision, notamment en période de crise. La création d'un service à compétence nationale de haut niveau qui vous sera proposé prochainement s'inscrit d'ailleurs dans cette continuité avec une logique interministérielle et européenne. Deuxième évolution, les campagnes nationales de communication grand public seront transférées au ministère et
à l'assurance maladie dans le cadre d'une réforme plus large de la communication de l'État. Il ne s'agit pas de remettre en cause les missions de SPF en matière d'expertise, en matière de surveillance épidémiologique et en matière de prévention et promotion de la santé, mais de rendre la parole publique plus lisible et mieux coordonnée. Une mission interne inspection est encore en cours pour définir les modalités précises en veillant à préserver le lien indispensable entre l'expertise scientifique et la communication. Ce n'est pas du tout là une mesure d'économie, mais bien un choix d'efficacité. La mise en œuvre sera progressive avec une entrée en vigueur prévue début 2027. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent Monsieur Yannick Monnet pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le garde des Sceaux. Monsieur le ministre, le tribunal de Moulins attend des moyens. C'était le titre principal à la une de notre presse quotidienne mercredi dernier. Et de fait, le projet de restauration et de restructuration du palais de justice de Moulins semble aujourd'hui au point mort. Cela fait pourtant des années qu'on en parle. Depuis 2019, une réflexion est lancée pour limiter l'éparpillement, améliorer les conditions de travail, la sécurité des lieux, l'accueil du public, la confidentialité et l'accessibilité, ou encore la performance des locaux énergétiques. À titre d'exemple, alors que nous avons célébré les 20 ans de la loi handicap, il n'y a toujours aucun accès à la salle d'assises, comme sur le site historique, pour les personnes à mobilité réduite. À titre d'exemple encore, alors que les questions de sécurité sont de plus en plus aiguës dans nos tribunaux, les escortes sont aujourd'hui obligées d'attendre en dehors, à ciel ouvert. Pourtant, les 3 phases de travaux ont été définies, les plans sont aujourd'hui établis et les cartons quasiment faits pour un projet global évalué à l'origine à 12 millions d'euros. Il ne manque qu'une chose, un signe fort de l'engagement de l'État alors que des collectivités comme Moulins Communauté ont déjà annoncé leur participation financière. Ces travaux sont indispensables et urgents pour une juridiction qui tourne à plein et qui affiche un bilan 2025 particulièrement positif. Il est indispensable et urgent pour les conditions de travail des personnels judiciaires et pour faire vivre une véritable justice de proximité. Monsieur le ministre, vous l'avez affirmé lors de vos vœux, le ministère de la Justice est le gagnant de l'année budgétaire 2026. Pouvez-vous me confirmer que le projet de restructuration du tribunal de Moulins est toujours une priorité de l'État et pouvez-vous me confirmer que des moyens vont rapidement être débloqués pour engager enfin les travaux? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, garde des Sceaux. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, je vous le confirme, nous attendions une chose importante, un budget. Je sais que vous avez contribué au fait que nous puissions avoir des crédits qui augmentent au ministère de la Justice et que nous ayons un budget pour la Nation dont les crédits ne sont pas encore tout à fait affectés, mais je voulais vous rassurer, puisque à Moulins et à QC, pour parler de votre département, à la fois le déplacement que j'ai fait dans votre département voilà quelques mois confirme le réaménagement pour 30 millions du site de Moulins, et donc les travaux qui sont prévus, avec les plans qui sont dessinés, en effet, connaîtront les affectations des appels d'offres à la fin de 2026. J'attends les notifications dès que j'aurai les crédits budgétaires, puisque vous avez constaté que le Parlement a mis un petit peu de temps à donner les crédits au ministère de la Justice, mais je pense que c'était pour tout le monde pareil, c'était pas ad hominem, j'imagine. Deuxièmement, je veux dire qu'on a eu un contact avec le maire de M. Périssol, avec vous-même, dont je voudrais saluer l'action auprès des magistrats. J'ai déjà répondu d'ailleurs à une question sur l'amiable, voilà quelques semaines. Vous dire que greffiers, magistrats, agents pénitentiaires aussi, puisqu'il y a un nouveau site en 2027, une prison, vous le savez, modulaire dans votre département à la demande des élus locaux. La justice se penche donc, malgré ses maigres moyens, à QC, à Moulins pour la restructuration du tribunal, l'accès pour les personnes handicapées, l'accueil des victimes et permettre d'accueillir les nouveaux magistrats que nous enverrons d'ailleurs à partir de septembre prochain grâce à l'excellente loi et aux moyens qui me sont donnés de programmation budgétaire. Donc je pense que votre interpellation simplement me permet de dire devant vous et devant Monsieur le maire de Moulins que ces moyens et ces travaux seront affectés dès cette année. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Monsieur Charles Rodwell pour le groupe Ensemble pour la République. Ma question s'adresse à la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur. Permettez-moi de rendre aussi hommage à Quentin, qui a été sauvagement lynché et assassiné par des membres de l'ultra-gauche. L'ultra-gauche tue, LFI devrait condamner. Votre silence face à ces faits est assourdissant. Dans cette question, je veux rendre hommage à nos forces de l'ordre. Ce n'est pas la police qui tue. C'est bien la police qui souvent est ciblée ce vendredi sous l'Arc de Triomphe par un homme condamné pour des faits de terrorisme. Peut-être ne serait-il pas passé à l'acte s'il existait en France une rétention de sûreté pour les terroristes.
Cette attaque fait écho à celle de février 25 à Mulhouse, commise par un criminel radicalisé sous OQTF. Peut-être ne serait-il pas passé à l'acte s'il avait été retenu plus longtemps en crin avant son expulsion. Ces mesures, elles figurent dans la proposition de loi que nous portons avec Gabriel Attal et avec notre groupe Ensemble pour la République. Cette proposition de loi, nous la portons avec Michel Barnier et avec les membres de la droite républicaine, notamment en hommage au travail d'Olivier Marleix dans cette enceinte. Nous la portons avec 150 collègues qui, par leur co-signature, soutiennent ce texte qui a été adopté à une large majorité en commission des lois. En ce sens, ma question est toute simple. Quand comptez-vous inscrire cette proposition de loi à l'ordre du jour de la séance publique à l'Assemblée nationale? Il y a urgence. Avec cette proposition de loi, nous ne cherchons qu'une seule chose, l'équilibre fondamental de notre État de droit entre la protection de nos libertés publiques et le renforcement de la sécurité des Français. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à madame Marie-Pierre Védrenne, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur. Merci Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Charles Odwell. Permettez-moi tout d'abord de me joindre à vos mots et bien sûr aux mots du Premier ministre et du garde des Sceaux, et exprimer toute notre compassion et solidarité à la famille de Quentin. Monsieur le député, votre proposition de loi, vous l'avez rappelé, elle s'inscrit aussi dans la lignée d'un drame qui a endeuillé la France, à savoir le meurtre de Philippine. Je tiens à saluer votre travail et également le travail du Premier ministre Michel Barnier et de rendre hommage à cette occasion à Olivier Marleix qui avait, avec votre collègue sénatrice Jacqueline Eustache, porté un dispositif similaire. Et le texte adopté la semaine passée, vous l'avez rappelé, en commission à une large majorité, il illustre le caractère indispensable de ces mesures pour prévenir justement la réitération d'actes criminels sur notre territoire. En effet, il renforce et il sécurise le cadre légal de la rétention administrative pour les délinquants et les criminels étrangers afin de faciliter leur expulsion. Je pense notamment à l'injonction d'examen psychiatrique pour les individus pouvant porter atteinte à l'ordre public ou encore l'extension de la rétention de sûreté pour les personnes fortement condamnées. Et votre mesure centrale d'allongement à 210 jours de rétention administrative des étrangers qui font l'objet d'une décision d'éloignement et représentent une menace à l'ordre public est une mesure forte. C'est pour toutes ces raisons, monsieur le député, que le Premier ministre soutient évidemment votre texte et que le gouvernement a fait le choix de souhaiter l'inscrire à l'agenda parlementaire. Nous aurons donc l'occasion d'en débattre, monsieur le député, le 13 avril en séance et nous le porterons début juin au Sénat. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame la ministre. Monsieur le député. L'adoption de ce texte en séance dans quelques semaines. Merci beaucoup. La parole est à présent à monsieur Eddy Kesterman pour le groupe Rassemblement national. Merci madame la présidente. Permettez-moi à mon tour de m'associer à l'hommage qui a été rendu à Quentin et d'assurer à sa famille tout notre soutien. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, chaque année, la France signe un chèque de 65 milliards d'euros à des puissances étrangères pour couvrir ses besoins en pétrole et en gaz. Chaque année, la nation s'appauvrit de l'équivalent du budget de la défense et de la justice réunis pour financer sa dépendance à l'Arabie saoudite, à l'Algérie, aux États-Unis, au Kazakhstan et j'en passe. Et chaque année, votre gouvernement nous explique que l'unique voie possible pour réduire notre servitude pétrolière et gazière serait de couvrir la France d'éoliennes et de panneaux solaires chinois. Et pour quel résultat ? Malgré le pacte vert, malgré l'enfer normatif et l'explosion des prix de l'énergie, malgré le saccage de nos paysages et de notre façade maritime, la consommation finale d'énergie de la France dépend toujours à 60% du pétrole et du gaz importés. Personne ici ne conteste que nous puissions encore décarboner une partie de notre consommation d'énergie en poursuivant l'électrification des usages, les investissements dans notre parc nucléaire et dans nos barrages hydrauliques ou en exploitant la chaleur du sous-sol grâce à la géothermie. Mais il ne faut pas se payer de mots, monsieur le Premier ministre. Nous n'atteindrons jamais l'illusoire neutralité carbone à horizon 2050, sauf au prix d'un sabotage de l'économie française. Donc face au mur de l'énergie, face au mur énergétique, il n'y a que deux choix possibles.
soit condamner la France à l'indigence ou à la dépendance, soit relancer l'exploration et l'exploitation des gisements d'hydrocarbures dans nos outre-mer. Et Monsieur le Premier ministre, nous avons choisi, le groupe Rassemblement national et ses alliés d'Identité et Liberté soutiennent la proposition de loi du sénateur guyanais et membre de votre majorité, Georges Patient, pour mettre au rebut la désastreuse loi Hulot et réautoriser l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures en Guyane et dans les territoires ultramarins. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question sera simple. Allez-vous soutenir cette proposition de loi d'urgence et de bon sens qui concourt à la souveraineté énergétique de la France? La parole est à Monsieur Sébastien Martin, ministre en charge de l'Industrie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, votre rhétorique est assez intéressante. Elle consisterait donc à miser sur l'exploration pétrolière en Guyane. Malheureusement pour vous, au cours du début des années 2000, des explorations ont eu lieu. Et ces explorations ont été menées par de très grandes compagnies pétrolières, y compris des grandes compagnies pétrolières françaises. Ceux-ci ont exploré les fonds sous-marins au large de la Guyane et elles n'ont rien trouvé. Ou elles ont peut-être trouvé, éventuellement en eau très profonde, un gisement dont le contenu est incertain et dont le coût d'exploitation serait démesuré. Donc, miser notre souveraineté énergétique sur l'exploration de puits de pétrole qui sont vides me semble être aussi une réponse assez vide. Face à cela, effectivement, le gouvernement a fait un autre choix. D'abord, celui de respecter ses engagements internationaux, monsieur le député. Et ça compte, parce que, effectivement, l'accord de Paris qui a été ratifié, y compris par ce Parlement, a pris des engagements. Et celui de ne pas rouvrir l'exploration d'hydrocarbures. Et pour un grand pays, tenir ses engagements, c'est important. Nous ne sommes pas l'Amérique de M. Trump. Et deuxième point, la PPE vise effectivement la souveraineté industrielle et énergétique en misant sur la relance du nucléaire. Et si vous ne voulez pas la nouvelle PPE, ça veut dire que vous êtes pour la fermeture d'un certain nombre de réacteurs et contre la réouverture et contre la création de PR2 qui seront faits dans les usines dont certains de vos députés sont élus. D'ailleurs, il y a donc un certain paradoxe. Et aussi sur une part de renouvelables équilibrée, mais avec un mix énergétique qui fait une part plus importante à l'électricité et qui vise à sortir de la dépendance à 60 milliards d'euros d'hydrocarbures pour aller vers des énergies décarbonées. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Madame Christine Engrand. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Santé. Madame la Ministre, ma question porte sur l'accès et le bon accompagnement pour les enfants en situation de handicap, notamment les enfants avec troubles du neurodéveloppement et troubles du spectre de l'autisme, dans les établissements spécialisés et à l'école. Je le reconnais, l'État a engagé des chantiers. Les pôles inclusifs d'accompagnement localisés ont été créés pour organiser l'accompagnement au plus près du terrain. Les pôles d'accès à la scolarité sont appelés à monter en charge. La stratégie nationale TND poursuit l'effort sur le repérage et l'accompagnement précoce via les plateformes de coordination. Néanmoins, sur le terrain, ce que j'entends de la part des familles désemparées n'a rien d'abstrait. Depuis début février, j'ai reçu 6 sollicitations pour la même impasse. Des familles orientées, puis perdues dans un labyrinthe, on les renvoie d'un service à l'autre, comme si la détresse devait patienter dans une salle d'attente sans horloge. À l'école, l'accompagnement humain se fragmente, quelques demi-journées, une organisation qui dépend de disponibilité plutôt que de besoins. Je parle bien sûr de l'accompagnement des AESH. Aussi, sur mon territoire, il n'y a qu'un seul IME pour 164 communes, dans laquelle les spécialisations ne sont pas assez effectives et où il y a un mélange de pathologies. Dans ma circonscription, Lévi, 7 ans, est atteint d'un autisme non-verbal. Il ne parle pas, mais il comprend tout. Les silences, les soupirs de sa maman, l'inquiétude qui s'installe. Son dossier est complet à la MDPH. Ses besoins sont reconnus et pourtant son nom demeure sur une liste d'attente jusqu'en 2028. En établissement spécialisé, aucune place ne se libère. Pendant ce temps, l'enfance passe et son apprentissage stagne, voire régresse. Pour beaucoup de ces familles, la seule solution est un déménagement en Belgique. Alors, Madame la Ministre, est-il normal en France, en 2026, qu'un enfant comme Lévi demeure sans solution adaptée? Que comptez-vous faire concrètement pour renforcer l'accompagnement et garantir que ces enfants aient enfin une prise en charge effective et positive? Merci Madame la députée. La parole est à Madame Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre chargée de l'autonomie et des personnes handicapées.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Engrand, la problématique que vous soulevez avec les enfants que vous avez pu rencontrer avec leur famille est une problématique grave et qui importe beaucoup au gouvernement, et notre volonté, c'est d'apporter des réponses et des solutions concrètes à ces enfants et à ces familles. Très clairement, nous sommes dans cette démarche d'apporter et de créer volontariste ces nouvelles solutions. Le président de la République a en 2023, à l'occasion de la dernière conférence nationale du handicap, pris un engagement de création de 50 000 nouvelles solutions, à la fois pour des enfants et à la fois pour des adultes. Et je veux vous dire, Madame la députée, que sur la fin d'année 2024 et toute l'année 2025, nous avons pu, grâce aux budgets qui ont été adoptés par par le Parlement ici, créer 17 000 solutions nouvelles pour apporter des réponses à la fois aux enfants et aux adultes. L'objectif, c'est de créer des solutions comme des places en IME, comme vous l'avez souligné, il y en a besoin et nous en créons de nouvelles, mais aussi d'autres solutions complémentaires et des solutions notamment pour accompagner les enfants avec autisme dans l'école, avec des unités externalisées pour l'autisme en maternelle, à l'école élémentaire, des dispositifs Ulysse et évidemment la création des pôles d'appui à la scolarité maintenant qui viennent s'adosser au PIAL et qui vont permettre là aussi de mieux guider les familles. C'est ce que vous avez souligné, la problématique de ne pas savoir où s'orienter. Désormais, avec les pôles d'appui à la scolarité qui maintenant sont au nombre de près de 500, nous allons pouvoir identifier rapidement les enfants à l'école avec des besoins particuliers et apporter les premières solutions de réponse qui doivent être mises en place. Donc nous sommes dans une démarche volontariste et nous allons continuer en 2026, Madame la députée, grâce à l'adoption également de la loi de financement de sécurité sociale qui prévoit les mêmes budgets supplémentaires pour cette nouvelle année. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur Stéphane Ablot pour le groupe socialiste. Monsieur le Premier ministre, vous avez été le maire de Vernon, mais en tant que Premier ministre, on a tous le devoir de ne pas opposer les campagnes et les villes. Et pourtant, vous connaissez bien le sujet des quartiers en renouvellement urbain. Des millions de nos compatriotes y vivent. Depuis 2003, des centaines de communes ont transformé leur visage. L'Agence de la rénovation urbaine a aidé la République à reprendre ses droits. Mais un territoire qui se relève peut vite devenir un territoire qui s'écroule. L'action n'a absolument aucun sens quand l'action n'est pas inscrite dans la continuité. Les zones de non-droit nous reviennent comme un boomerang. Imaginez des centres-villes réduits à des centres commerciaux en faillite. Venez sur place, venez y voir l'insécurité revenir, les trafics, les phénomènes de communautarisme qu'on avait réussi à endiguer. Cela se passe à Marseille, en Seine-Saint-Denis, dans les territoires d'outre-mer. Cela se passe aussi aux Aubiers à Bordeaux ou au centre commercial des Nations à Vendœuvre-les-Nancy. C'est maintenant, aujourd'hui, que l'Assemblée nationale doit statuer. C'est maintenant qu'une loi doit être construite, débattue et votée. Les investisseurs et les collectivités locales sont prêts. Et vous, Monsieur le Premier ministre, êtes-vous prêt à travailler avec nous, prêt à travailler ensemble, prêt à un calendrier, prêt pour donner une suite et pour assurer les maires dans leurs besoins immédiats? Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Vincent Jeanbrun, ministre du Logement et de la Ville. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Ablot, d'abord un grand merci de rappeler l'importance de ce programme de rénovation urbaine qui est cher à tant d'élus et qui, vous l'avez dit, a transformé des vies. Parce qu'en transformant des quartiers, en transformant l'urbanisme, l'aménagement d'un certain nombre de nos villes, eh bien cette politique publique a, comme vous l'avez très justement dit, et je me permets de reprendre vos mots, replanté le drapeau de la République dans ces quartiers qui parfois s'en étaient éloignés. Et c'est donc très important que collectivement on puisse continuer à accompagner ces dispositifs. Vous l'avez vu, nous avons pris, dès la décision budgétaire, l'ambition de donner un petit peu plus de souplesse au NPNRU, donc le deuxième programme de rénovation urbaine, de manière à ce qu'il se termine non plus en 2026 mais en 2027, et avec une dotation de l'État conséquente pour que nous puissions terminer en bonne et due forme les programmes qui sont engagés. Ensuite, vous nous interrogez sur l'avenir de ce programme.
C'est une question extrêmement pertinente que d'ailleurs s'est posée ma prédécesseure Valérie Létard, que je salue, et qui a désigné Monsieur Vandemal, qui n'est autre que le premier directeur de l'ANRU du temps où il avait été créé par Jean-Louis Borloo, qui est donc en charge de nous donner un rapport sur l'avenir des programmes de rénovation urbaine. Ce rapport, nous l'attendons dès ce premier trimestre, j'espère incessamment sous peu, et une fois éclairé, parce que je crois que l'Assemblée nationale gagnera à être éclairée par ce rapport, eh bien nous pourrons travailler ensemble à l'avenir de la rénovation urbaine. Voilà, Monsieur le député, et je vous remercie une fois de plus. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député ? Non, tout à l'heure, quelqu'un disait, notamment dans le groupe LFI, on ne comprend pas la question, mais aller sur le terrain et aller voir dans les villes, dans les nombreuses villes en France, des centres-villes qui s'écroulent et qui ont besoin d'avoir l'aide de l'État, un accompagnement, des réponses sur l'ANRU 3, sur l'ANRU 2 complémentaire. On a besoin de travailler ensemble pour éviter justement que ces zones de non-droit reviennent et qu'on travaille la mixité sociale, la mixité fonctionnelle et le vivre ensemble. C'est important d'éviter la ghettoisation de ces quartiers. Voilà. Merci beaucoup. Attendez deux secondes. Il ne faut pas dire c'est ça comme ça, parce que là, on peut discuter. J'ai été maire longtemps d'une commune, on ne s'amuse pas à dire c'est ça. Monsieur le député, on n'interpelle pas les autres parlementaires pendant votre réponse. Vous devez répondre aux ministres et pas aux autres parlementaires. Et on n'interpelle pas la présidente de l'Assemblée nationale en disant « Attendez 2 secondes, soyez un peu plus courtois, je vous remercie ». La parole est à Monsieur Charles de Courson pour le groupe Liberté Indépendants Outre-mer et Territoires. Monsieur le député. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Action et des Comptes publics. Madame la ministre, les maires, les présidents d'intercommunalités, les directeurs d'hôpitaux publics ont reçu des directions départementales des finances publiques le message suivant. En raison d'une panne matérielle, l'application Helios n'est plus en capacité de recevoir les flux habituellement transmis par les tiers de télétransmission opérant pour le compte des collectivités, établissements locaux et établissements publics de santé. La date de reprise du service n'est pas encore connue. Elle vous sera communiquée dans les meilleurs délais. Alors, en effet, l'application Helios est en panne depuis le 6 février, sans que l'on connaisse la date de sa remise en fonction. Les responsables des collectivités, intercommunalités, hôpitaux publics sont inquiets, car ils craignent de ne pas pouvoir verser les salaires de février à leurs fonctionnaires, de ne pas pouvoir régler leurs fournisseurs mettant en difficulté des très petites entreprises, voire des PME, et de ne pas pouvoir délibérer sur le compte financier unique et sur le compte de gestion, voire d'être obligés de différer le vote du budget 2026. Aussi, ma question, elle est limpide. Quelles sont les causes de cette panne et quand l'application Helios sera-t-elle de nouveau opérationnelle ? Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur David Amiel, ministre en charge de la fonction publique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Charles de Courson. Effectivement, depuis le jeudi 5 février, il y a eu une panne exceptionnelle sur un site de la DGFiP qui héberge Helios, donc logiciel de gestion comptable et financière des collectivités locales et des hôpitaux du côté de la DGFiP et qui échange les flux de données avec les logiciels budgétaires des collectivités locales et des hôpitaux concernés. Il s'agit d'un incident purement matériel, plus précisément d'une défaillance d'une baie de stockage sur le site d'hébergement concerné qui a effectivement créé, vous l'avez rappelé, de très nombreuses difficultés en interrompant les flux de données et par là même en empêchant ou en retardant la mise en œuvre d'opérations de dépenses ou de recettes. Les associations d'élus et les services financiers des collectivités locales et des hôpitaux ont été informés. C'est d'ailleurs le sens du message que vous avez lu dans notre Assemblée. Mais surtout, depuis lors, les équipes de la Direction générale des finances publiques ont été pleinement mobilisées, notamment pendant les 2 week-ends qui nous séparent de cette date du jeudi 5 février, ce qui a permis de réparer le matériel ainsi que de reconfigurer les sites d'hébergement pour permettre le redémarrage. Depuis vendredi 13 février, la moitié des postes comptables de la Direction générale des finances publiques ont pu reprendre leurs opérations. Depuis ce matin, c'est le cas de la totalité des postes comptables de la Direction générale des finances publiques. Et depuis vendredi, les flux de données avec les collectivités locales et les hôpitaux peuvent reprendre progressivement et de manière sécurisée. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre,
qui paiera les intérêts de retard? Ce n'est pas les collectivités locales qui en sont responsables. Vous vous rendez compte? Ça aura duré 12 jours, voire un peu plus, puisque, comme vous l'avez indiqué, la reprise n'est que partielle. Voilà. Alors, qui paiera les indemnités? Qui paiera les dégâts de tout cela? Et est-il normal qu'un tel dispositif, on mette plus de 12 jours à commencer à pouvoir reprendre un flux normal pour les collectivités locales et les hôpitaux publics? Très bien. Merci, monsieur le député. La parole est à présent à madame Delphine Ningemann pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur. Il y a 5 jours, un jeune homme de 23 ans, Quentin, a perdu la vie en marge d'une conférence organisée à Sciences Po. Ce drame nous oblige. Au-delà de l'émotion, il révèle une réalité plus profonde. La fragilisation progressive de l'état de droit dans certains espaces universitaires. Les faits sont là, répétés, tous convergents. À Lyon 2, un cours interrompu. À Rennes 2, des dégradations. À Nantes, un campus évacué. À Paris 1, l'intervention des forces de l'ordre. Ce qui est en cause, Monsieur le ministre, ce n'est pas une série d'incidents pourtant nombreux. C'est un basculement. Celui de certaines universités qui, de lieux de savoir et de confrontation intellectuelle, deviennent des espaces de conflictualité politique où le débat cède à l'invective et trop souvent à l'intimidation. Il s'y déploie un entrisme, véritable stratégie assumée d'occupation des lieux de savoir par des acteurs politiques extrémistes qui ne cherchent plus à convaincre, mais à imposer leur doctrine. Or, une démocratie tient par un équilibre simple, la liberté de débat et la garantie de l'ordre public. Quand cet équilibre se rompt, c'est l'état de droit qui vacille. Oui, l'autonomie universitaire est essentielle, mais non, elle ne peut devenir un alibi à l'inaction. La liberté ne saurait couvrir des logiques de radicalisation par les extrêmes, de gauche comme de droite. Monsieur le ministre, face à cette dérive dangereuse et structurelle, à cet entrisme rampant, quelles mesures concrètes le gouvernement entend-il prendre pour réaffirmer l'autorité de l'état de droit dans nos universités, empêcher que ces lieux ne deviennent des laboratoires d'idéologie extrémiste? Concrètement, monsieur le ministre, au-delà des principes, êtes-vous prêt à sanctionner ceux qui, par passivité ou complaisance, laissent prospérer ces dérives? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Philippe Baptiste, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci Madame la Présidente, merci Madame la députée Lingemann. Je le redis à mon tour, un mot sur le drame qui est survenu il y a quelques jours. C'est l'ensemble de la communauté de l'enseignement supérieur qui est aussi en deuil. Vous le savez, Quentin était étudiant à Lyon 2 en sciences des données. Poursuivre et condamner les auteurs de cette ignominie est évidemment la première des priorités, c'est indispensable, mais le sujet que vous levez, Madame la députée, c'est d'abord celui de la violence politique qui s'exerce aussi parfois dans nos établissements. Oui, des responsables politiques attisent parfois la haine, excitent les passions, manipulent les consciences de certains étudiants. Oui, cette haine peut se retrouver dans l'enceinte de nos établissements. Cela arrive car ils ne sont ni plus ni moins que le tambour battant de notre société. Le fait qu'un élu puisse être invité par une association étudiante à un débat est une chose. Tous les élus de la République peuvent intervenir dans des conférences. Il n'est pas question de l'interdire par principe. En revanche, lorsque ces conférences représentent des risques, qui sont des risques sérieux, des risques avérés de troubles à l'ordre public, celles-ci ne doivent pas pouvoir se tenir. C'est une décision qui doit être prise au cas par cas, en responsabilité par les établissements. Cette interdiction doit être autant que faire se peut exceptionnelle, mais elle doit pouvoir être prise. J'ai signé hier avec mon collègue ministre de l'Intérieur une circulaire à destination des recteurs et des préfets qui rappelle l'importance de leur accompagnement et dans l'appréciation et dans l'encadrement de ce type de situation. Si des risques inhérents à l'organisation d'une conférence sont importants, alors il ne faut pas l'autoriser, il faut l'interdire. Le rôle de l'université, c'est d'être un espace de débat contradictoire, un débat apaisé, fidèle à sa mission d'enseignement, et j'appelle évidemment tous les établissements à veiller à respecter scrupuleusement ce principe simple et évident que vous avez souligné. Merci Madame la députée. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Madame la députée, oui. Merci Monsieur le ministre. Concrètement, avec les présidents d'universités et de grandes écoles, qu'allez-vous faire?
Je vous remercie. La parole est à présent à Monsieur Rodrigo Arenas pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, dans un courrier que vous venez d'adresser à tous les parents d'élèves de France, vous parlez de violence à l'école. Vous usez vous-même d'une forme de violence psychologique à l'encontre de ces mêmes parents, en manipulant tranquillement l'inversion de la faute. Vous n'êtes ni responsable, ni coupable de rien. Mais nous, parents d'élèves, nous devrions avoir un sursaut collectif, nous ressaisir pour assumer pleinement notre rôle. Vous demandez aux parents d'avoir une implication personnelle. Mais je vais sans doute vous apprendre quelque chose. C'est tous les jours que les parents s'impliquent personnellement dans l'éducation de leurs enfants. Par exemple, quand ils doivent leur payer des cours particuliers pour pallier les nombreuses absences non remplacées des enseignants, ou encore quand ils doivent arrêter de travailler pour remplacer les AESH manquantes et accompagner leurs enfants qui souffrent de handicap à l'école. Vous dites vouloir compter sur eux, mais ce sont eux qui devraient pouvoir compter sur vous. Eux qui espéraient que vous défendriez bec et ongle un budget qui soit à la hauteur de leurs attentes, alors que vous vous êtes contentés d'entériner une baisse drastique des effectifs de classe qui vont fermer sur tout notre territoire, entraînant de fait des fermetures d'écoles et des effectifs pléthoriques dans des classes déjà surchargées. Vous auriez pu profiter de la baisse démographique pour améliorer le taux d'encadrement des élèves. Mais non, ce n'est pas le choix que vous avez fait. Vous transformez les opportunités en contraintes éducatives. Ce sont ces baisses drastiques de personnel qui menacent, eux, les enjeux de réussite scolaire, de climat scolaire, de lutte contre le harcèlement et d'inclusion. Pour améliorer le climat scolaire, vous pensez vraiment que c'est aux parents et aux enseignants en place de compenser les 3 256 postes que vous supprimez dans le public ? Les absences non remplacées et l'impossible recrutement des AESH en raison de leurs mauvaises conditions de travail et de rémunération. Alors ma question est simple, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale. Le responsable de la violence faite aux enfants et au personnel, ce ne serait pas vous par hasard ? Merci Monsieur le député. La parole est à Monsieur Édouard Geoffray, ministre de l'Éducation nationale. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Rodrigo Arenas, je vous confirme un point, c'est qu'en termes d'inversion de la charge de la preuve et du raisonnement, j'ai effectivement des leçons à prendre de votre part et de celle de votre groupe. Ça, je vous le confirme. Pour le reste, j'observe que vous n'avez pas vraiment lu mon courrier. Puisque si vous l'avez lu, vous avez dû constater que précisément, j'expliquais à l'ensemble de la communauté éducative, parents comme professeurs, que nous avions besoin d'un sursaut collectif. Je vous rappelle ce qui s'est passé il y a moins de 2 semaines. Une de nos collègues a été poignardée. En 1 an, 5 adultes ont été poignardés dans les murs de l'école. Et quand vous allez sur le terrain, ce qui est mon cas, on vous parle précisément, les communautés éducatives vous parlent précisément de la difficulté qu'il y a aujourd'hui dans certaines situations en matière de défaillance éducative. Et donc ce que j'ai dit, et d'ailleurs c'est pas sans écho avec le débat qu'on a eu tout à l'heure, c'est que la violence et la lutte contre la violence, chacun détient une parcelle de la solution. Et que si on considère que l'école doit tout faire contre la violence, alors qu'elle est à l'extérieur et que les parents effectivement ne transmettent pas à leurs enfants ni le respect de l'institution, ni le respect des personnels, alors nous avons effectivement un problème. Et en vis-à-vis, parce que vous avez oublié de dire ça également, vous avez oublié de dire évidemment l'autre moitié, c'est normal, souvent il manque une moitié. L'autre moitié, c'est que j'ai précisé que, et je vais terminer par là, vous pouvez compter chaque jour sur l'école et sur ses personnels. Nous comptons aussi sur vous. C'est une relation de réciprocité qui s'appelle d'ailleurs, regardez la phrase, lisez-la bien, qui s'appelle la coéducation en matière, qui s'appelle la coéducation entre les parents et les enfants. Donc j'assume pleinement ce que j'ai dit et si j'en crois les échos que j'ai de nombreux parents comme de nombreux professeurs, je n'ai pas eu tort. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Madame Anne-Cécile Violent pour le groupe Horizon et Indépendants. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Santé. À l'initiative du Président de la République, la France s'apprête à organiser le premier sommet Une seule santé. Ce sommet affirme une conviction simple mais puissante. Il n'y a qu'une seule santé, celle des humains, des animaux et des écosystèmes.
Les données scientifiques sont aujourd'hui incontestables. La pollution de l'air, l'exposition aux perturbateurs endocriniens, aux pesticides, aux particules fines, aux PFAS, au bruit environnemental ou encore aux vagues de chaleur comme aux inondations liées au dérèglement climatique sont devenus des déterminants majeurs de la santé publique. Les maladies cardiovasculaires, par exemple, demeurent la première cause de mortalité en France. Or, la pollution atmosphérique est aujourd'hui reconnue comme un facteur de risque cardiovasculaire au même titre que le tabagisme, l'hypertension ou le diabète. Ce n'est pas une affirmation militante. C'est un consensus scientifique international. C'est la position officielle et historique des 4 plus grandes associations de cardiologie internationale. Aujourd'hui, toutes demandent que les déterminants environnementaux soient intégrés dans la formation initiale de tous les professionnels de santé au même niveau que les facteurs de risque traditionnels. En France, nous continuons à traiter les causes environnementales des maladies comme des variables d'ajustement, alors qu'elles sont devenues des déterminants majeurs de santé publique. Les plus modestes vivent près des axes routiers les plus pollués. Les enfants sont exposés dès le plus jeune âge. Les territoires déjà fragiles cumulent vulnérabilité sanitaire et environnementale. La santé environnementale n'est pas un supplément d'âme écologique. C'est un enjeu de justice sociale, c'est un enjeu budgétaire. Ne pas prévenir coûte beaucoup plus cher que de prévenir. C'est un enjeu de souveraineté sanitaire. Ma question est directe, Madame la Ministre. Le gouvernement est-il prêt à engager une politique publique ambitieuse de santé-environnement, structurée, dotée de moyens, intégrant pleinement les déterminants environnementaux dans la formation initiale des professionnels de santé et inscrivant la prévention environnementale comme priorité nationale au même titre que toutes les autres préventions? Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Stéphanie Ries, ministre de la Santé. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Violent. Merci pour votre question, je connais votre engagement sur ce sujet. Vous nous interrogez sur la nécessité d'une politique de santé publique pleinement fondée sur l'approche One Health, une seule santé. Les faits scientifiques, vous l'avez dit, sont très clairs. Notre environnement a un impact direct sur notre santé. Vous l'avez dit, pollution de l'air, bruit, substances chimiques, dérèglement climatique, ces expositions contribuent à des millions de morts dans le monde. Cette réalité nous oblige donc à agir de façon coordonnée et globale. Sous l'impulsion du président de la République, la France porte cette ambition au plus haut niveau. Le 7 avril prochain, Lyon accueillera un sommet international, Une seule santé, réunissant les chefs d'État, des organisations internationales, experts et représentants de la société civile. Ce sommet abordera les maladies infectieuses et la résistance antimicrobienne, mais aussi les maladies chroniques, l'alimentation durable, l'urbanisme favorable à la santé et la lutte contre la pollution. Cette approche élargie marquera une étape décisive. Elle se traduit déjà par des actions concrètes. La stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat 2025-2030, la feuille de route pour le cancer, dont le volet prévention s'inscrit pleinement dans cette logique. Protéger la santé, c'est agir sur nos environnements de vie. La santé, vous l'avez dit, elle ne se joue pas uniquement dans les systèmes de soins, elle doit se construire dans toutes les politiques publiques, c'est ce à quoi nous sommes engagés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La séance de questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue. Elle reprend à 16h30. Merci d'avoir suivi cette séance marquée par l'émotion et par des échanges soutenus entre députés et membres du gouvernement. Ces moments permettent de mesurer la portée humaine et politique des débats. Pour continuer...